d'entendre. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Vous vous rappelez un grand slogan des fans de football dans les années 60, 70, 80 ? Allez les Verts, allez les Verts, allez les Verts. Oui, mais les Verts dont on va parler n'ont rien à voir avec les terrains de football. Mais c'est encore plus passionnant. Vous allez voir. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité Christophe Gatineau. Il est agronome, auteur du blog Le Jardin Vivant et auteur de ce livre qu'il nous présente, Éloge du ver de terre, notre futur dépend de son avenir. C'est publié chez Flammarion. Alors écoutez, moi j'ai reçu ce livre, Éloge du ver de terre. Je me suis dit, attends, je reçois une quarantaine de livres par semaine. Vais-je vraiment me pencher sur le ver de terre ? Eh bien, j'ai ouvert ce livre et franchement, je ne l'ai pas lâché. Parce que c'est un livre vraiment que je vous recommande. Il est d'abord très bien écrit, il est vivant, il est passionnant. Et puis, quand Hubert Reeves, un de nos plus célèbres astrophysiciens, dit que la disparition des vers de terre est un phénomène aussi inquiétant que la fonte des glaces. Je me suis dit, alors, on parle énormément de la fonte des glaces, on montre des photos d'ours, les pauvres pris dans des icebergs ailleurs. Évidemment, c'est plus difficile de photographier les vers de terre, mais quand même, il se passe quelque chose. Alors, Christophe Gatineau, c'est vrai que vous avez écrit un livre tout à fait passionnant, et surtout, ce que vous dites, c'est que en fait, le ver de terre, c'est aussi important que l'oxygène, quoi, ou presque. Ben oui, en fait, en tout cas chez nous, en fait. Pourquoi ? Parce que le ver de terre, faut vraiment remettre dans son contexte. Le ver de terre, oui. c'est un symbole, en fait. Dans le monde, il y a entre 6 000 et 8 000 espèces de vers de terre. En France, 150 espèces, 400 espèces en Europe. Et le ver de terre, moi, j'ai dressé le portrait d'une espèce de ver de terre. Le lombric. Le lombric terrestre, en fait. C'est cet animal qui vit 8 ans, qui a maturité sexuelle au bout de 9 mois, qui vit dans une chambre. Le mot chambre, en fait, c'est le mot qui a été... Mais qui vit sous la terre, c'est bien ça. Sous la terre, oui. Sous la terre, hein. Il se creuse une galerie, mais aujourd'hui on appelle ça un terrier, et il va se creuser au niveau des argiles à peu près à 60 cm, voire 1 mètre sous terre, une chambre, et le mot chambre, c'est le mot vraiment utilisé par Charles Darwin, qui vraiment a passé, je crois que c'est le scientifique qui l'a étudié le plus longtemps, pendant 40 ans. Durant, il a étudié le ver de terre et il a clos son œuvre. Darwin, le théoricien de l'évolution. Oui, Charles Darwin, oui. Et il a quand même clos son œuvre sur un éloge fantastique. Mais alors, Charles Gatineau, vous l'expliquez dans votre bouquin très bien. Expliquez-vous comment, parce que le ver de terre est essentiel à l'écologie, non seulement à l'écologie, à la terre, à la vivacité de la terre, à l'existence de la terre. En fait, dans nos sols, ces vers de terre représentent jusqu'à 80% de la masse animale qui va fabriquer, en fin de compte, la nourriture pour les plantes. C'est là où il est vraiment important. C'est-à-dire que les plantes... Il fabrique la nourriture pour les plantes, c'est ça ? Il fabrique la nourriture pour les plantes. Alors, c'est un symbole. Hein. Bien sûr, il y a les champignons, il y a les bactéries. C'est un système extrêmement complexe, mais il représente jusqu'à 80% de cette masse animale qui fabrique. Ouais. Et c'est carrément énorme. Et surtout... Quand il disparaît de nos sols, en fait, là aussi c'est encore un symbole. Ça veut dire aussi que la vie s'est éteinte ou s'est enquistée en fait dans ces sols. Et c'est souvent le signal, le point de départ à ce qu'on appelle l'érosion. Alors l'érosion, c'est un terme qui est un petit peu générique. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais finalement c'est quelque chose de gravissime parce que ce sont les sols qui s'en vont. En fait, quand ce sont les sols nourriciers, c'est la nourriture des plantes qui part. Et quand un sol est parti, il reste ce qu'on appelle la matière minérale. C'est-à-dire grosso modo, c'est un sol lunaire. Sur un sol lunaire. Les plantes ont quand même des difficultés. C'est ce que vous dites. Vous dites sur le minéral, on ne peut rien bâtir. Bien sûr. On ne peut rien laisser pousser ou faire pousser. Absolument. Et sachant qu'il faut quand même de nombreuses années pour reconstituer un sol. Alors quand je dis de nombreuses années, ça peut varier entre 100 années et puis 10 000 ans, quoi. Hein. Donc entre-temps, c'est un peu compliqué. Oui, mais alors ce que vous dites, justement, il y a eu un véritable, disons-le, enfin, je ne me parle pas l'expression, un massacre, pas un génocide. Enfin, les vers blancs sont en train de... Les vers blancs, les vers de terre sont en train, de lombric sont en train de disparaître. Oui, alors c'est
pas volontaire au départ. C'est-à-dire que quand on a basculé. Mais ça vient de quoi alors, justement ? Tout simplement une méconnaissance de la nature. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on pouvait vivre à côté de la nature. C'est-à-dire qu'il y avait l'être humain et de l'autre côté il y avait la nature en fait. Voilà, qu'on n'en faisait pas partie quelque part, qu'on était une espèce à part et qu'on n'était pas obligé de collaborer avec la nature. Donc on s'est dit voilà, plutôt que de nourrir la vie du sol comme ont fait les paysans pendant des milliers d'années, c'est-à-dire qu'en fin de compte ils faisaient une culture pour se nourrir et une culture pour nourrir la vie du sol. C'est ce qu'on appelle une interculture. Et aujourd'hui, ça revient avec l'agroécologie, où on a un peu redécouvert l'eau chaude, finalement, quoi. Voilà, bon. Ouais. Et quand nous avons décidé de rompre ce lien avec le sol, on s'est dit, plutôt que de nourrir la vie du sol, ce qui nous coûte extrêmement cher en énergie, on va nourrir directement, avec nos grands engrais chimiques, les plantes. Et c'est vrai que ça a fonctionné. On a produit, on a obtenu aujourd'hui des rendements absolument extraordinaires, mais on arrivait un petit peu au bout. Et en fait, pendant ce temps-là, la vie du sol est morte de famine. Alors, on peut rajouter des couches, les pesticides, les pratiques agricoles qui sont inadaptées, etc. Mais avant tout, la diversité biologique, la diversité biologique, y compris cette diversité biologique qui vit à l'intérieur des sols, est morte de faim, meurt de faim, en fait, tout simplement, parce qu'on prend toute la nourriture. Il n'y a plus de résidus de culture, finalement. Oui, vous voulez dire tout est exploité. Tout est exploité, c'est-à-dire que même les résidus, si on prend le blé, par exemple, il y avait une phrase qui disait l'épi. L'épi pour le paysan, blé, oui. La paille pour le sol. Bon, ouais, aujourd'hui, on vend la paille et l'épi. Oui, en fait, il y a l'industrialisation, la rentabilité, l'exploitation massive du sol, des terres, etc. Enfin, bien entendu, puis le ver de terre, si on prend ce lombric terrestre, il se nourrit, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il est dans sa petite chambre, il a aménagé son sol avec des petits cailloux, donc il se repose, et quand il a faim, il remonte au petit matin à la surface, il ouvre, et ça on le sait par Charles Darwin, on le sait par Marcel Béboucher, en fait, qui est quand même le spécialiste du ver de terre en France. Ouais. Il ouvre sa galerie, il broute comme une vache, et puis une fois qu'il a le ventre plein, en fait, il retourne dans sa galerie. Là, il va choisir des petits cailloux, il va bien refermer, il va prendre beaucoup de soin à refermer sa galerie. Oui. Ah oui. En fait, il y a une intelligence du ver de terre. Vous savez, Charles Darwin, à 20 reprises, et pourtant, c'était pas. C'est quand même quelqu'un d'assez rationnel, finalement. Oui, plutôt. Vraiment, là-dessus, voilà, plutôt. Ouais. Voilà. Dans son dernier livre, qui clôt son œuvre, à 20 reprises, il cite le mot intelligence et il s'interroge et il dit de toute façon qu'il a remarqué que ce ver de terre, ce lombric terrestre qui semble si insignifiant finalement, il a des raisonnements équivalents à certains animaux dits supérieurs. Donc en l'espèce les mammifères. Et vous dites beaucoup, Christophe Gatineau, dans votre livre, d'ailleurs, encore une fois passionnant, vous dites voilà, on s'occupe des abeilles. Je ne parlais pas on s'occupe des vaches, on s'occupe de tous les animaux. Oui. En fait, il faudrait demander à Brigitte Bardot de s'occuper des vers de terre. Qu'elle fasse campagne, non ? Oui, pourquoi pas. Non, je crois qu'il faut vraiment s'occuper de toute urgence de l'ensemble des animaux, en fin de compte, de l'ensemble des animaux vivants. Enfin, c'est ça. L'ensemble du vivant. Faut qu'on prenne soin de notre environnement, parce qu'en fin de compte, en prenant soin de notre environnement, on prendra aussi soin des êtres humains, en fait. Et de toute façon, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si les vers de terre finissent par disparaître de nos sols cultivés, j'entends bien, de nos sols cultivés, en Occident, c'est-à-dire que si on est sous les tropiques, ce ne sont pas les vers de terre qui vont fabriquer principalement les sols, je crois qu'on est plutôt sur les termites qui vont fabriquer les sols, en fait. Bon, quand on n'aura plus de sol, on n'aura plus de nourriture. Parce qu'en fait, notre alimentation dépend directement des sols. Oui, mais alors attendez, on vous dit, il y a les OGM, il y a tout ça, la technologie va tout remplacer. Bien entendu, mais vous savez que les OGM, ils ont besoin de sol. C'est-à-dire que les OGM, ce sont simplement des plantes, ce sont quand même des êtres vivants qui ont été génétiquement modifiés, mais qui ont besoin de sol pour pouvoir pousser et se développer. D'ailleurs, plus les sols sont riches, plus les OGM, plus les rendements d'OGM sont élevés, en fait. Mais alors, Christophe Gatineau, vous allez jusqu'à dire, est-ce que, vraiment, vous pouvez dire que s'il n'y a plus de lombric, de vers de terre, je parle du lombric, il n'y aura plus de sol ? On peut arriver jusque-là ? Eh ben, on y est déjà. En fait, c'est ça. J'aurais tellement aimé écrire un livre d'anticipation, vous savez, ou même de science-fiction. J'adore la science-fiction. Avec le happy end. Oui, voilà. Oui. Non, malheureusement, on est déjà en plein dedans. Voilà, en plein dedans, et on voit pas de solution. Je dirais que moi, j'approche les 60 années et quelque part, je nourris plus d'espoir parce que
on assiste qu'à des dégradations, c'est-à-dire qu'on va prendre le cas des pesticides, par exemple. On sait depuis très longtemps que il y a une polémique autour des pesticides. Ils sont quand même plus ou moins toxiques. Hein. Ne tranchons pas sur ce sujet. Moi, je suis un anti-pesticide, mais ne tranchons pas. Après tout, pourquoi pas, dans certains cas, qu'on utilise les pesticides. Vous savez, on crée des lois. En fait, il y a une loi en 2014, je crois, qui est inscrite dans le code rural sur l'agroécologie. En fait, donc l'agroécologie étant l'agriculture écologique. Là, on apprend dans la loi que les pesticides ont leur place dans une agriculture écologique. On apprend que les engrais chimiques ont leur place en fait dans cette agriculture écologique. Mais on se dit, même la loi est incapable d'arrêter, simplement de stagner la progression. Ils essayent d'intégrer la chose. Dans les modèles, en fin de compte. Mais en fait, les pesticides, c'est, vous dites, à terme, la fin du sol. Quelque part. Disons qu'en fait, si vous cultivez sans la nature, c'est-à-dire sans coopérer avec la nature, sans coopérer avec les vers de terre, à un moment, vous êtes obligé de cultiver avec la chimie. C'est obligatoire, en fait. Il faut savoir ce qu'on fait. Oui. Voilà. Si c'est pas les vers de terre, c'est la chimie. Et en fait, c'est pas parce qu'on va cultiver avec la nature qu'il faudra pas utiliser la chimie. Tout dépend, en fin de compte, de la performance économique qu'on va rechercher. Et que dit le législateur par rapport à ça ? C'est-à-dire qu'on doit aller en même temps vers une agriculture écologique, mais qui doit aussi être dans la performance économique pour être rentable sur les marchés internationaux. Et je crois que le problème aujourd'hui, il est là, en fin de compte. L'agriculture, en fin de compte, doit répondre aux intérêts des financiers, tout simplement. Voilà. Comme beaucoup de choses actuellement dans c'est le système qui veut ça, oui, bien entendu. Oui, mais alors, vous dites, de toute façon, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire ? Est-ce qu'on peut ralentir le processus ? Est-ce qu'on peut le changer ? Effectivement, vous êtes... mais vous êtes tellement... comment on dirait ? Vous êtes tellement humoristiquement et vivant pessimiste que ça passe. Mais en fait, il n'y a rien à faire ou pas ? J'ai même pas envie de répondre. En fait, vous comprenez ce que je veux dire, que moi, je n'y crois plus, mais j'ai encore envie d'y croire. Ce que je veux dire, c'est que ce qui me fait plaisir, c'est quand des professeurs d'agronomie, il y a une professeure d'agronomie qui a acheté je crois 20 ou 25 livres pour les offrir à ses élèves. Dernièrement, l'association a offert à la demande de Agro Bordeaux Sciences, donc une école d'agronomie, 25 exemplaires qui vont être offerts à des étudiants et qui vont travailler en fin de compte. En tout cas, moi j'encourage les auditeurs de Sud Radio à le lire, même s'ils ne sont pas agronomes ou étudiants en agronomie, parce que ça apprend beaucoup de choses sur les mystères du vivant. C'est ça qui est tout à fait passionnant. Et on a envie de se dire, mais au fond, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une coexistence au bon sens du terme, c'est-à-dire en fait, est-ce qu'on peut faire revivre et on peut faire repeupler les vers de terre ? Enfin, est-ce qu'il y a une possibilité de je ne sais pas, je dis peut-être, vous me corrigerez si je me dis des erreurs grossières. Est-ce que ça peut se reproduire, puisqu'ils se reproduisent, eux, les vers de terre ? Bien entendu. Enfin, après, tout dépend des espèces. Évidemment, l'espèce dont je dresse le portrait. Mais le lombric, oui, dont vous parlez. Le lombric terrestre, en fait, oui, bien sûr, il se reproduit, mais très peu, finalement. Il va donner naissance à 20 ou 30 têtes par an. Hein. N'oublions pas qu'il est quand même à maturité sexuelle au bout de 9 mois. Hein. Donc, pendant les 9 mois, il peut se passer des événements. Ouais. Et puis, il faut surtout les nourrir, en fait. Hein. Vous savez, on a du mal, quand même, à avoir envie de se reproduire. Hein. Je veux dire que quand on a le ventre vide, et les vers de terre, ils ont le ventre vide en ce moment, et évidemment si on les encourage à se reproduire, ils vont se reproduire. Il va falloir repeupler, mais il faut repeupler toute la diversité biologique, faut nourrir les insectes, faut nourrir... Je crois que faut rentrer dans une autre dynamique, aspirer à autre chose finalement. Tout est possible encore. Et en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que tout est possible à condition, et vous le dites vous-même, qu'on parle des vers de terre, des lombrics, en tout cas, comme on parle d'un certain nombre d'animaux, comme on parle des abeilles. Bien entendu. Par exemple, le sort des abeilles aujourd'hui préoccupe énormément, et à juste titre. Eh bien, écoutez, je crois que votre livre va contribuer à faire que le lombric va être aussi important que l'abeille. Il faut sauver le soldat vers de terre. En tout cas, merci à vous, Christophe Gatineau. Je rappelle que vous êtes agronome. Je rappelle aussi que tous ceux qui vous ont écouté sur Sud Radio peuvent se rendre sur votre blog, Le Jardin Vivant, ou peuvent se procurer votre livre Éloge du ver de terre. Notre futur dépend de son avenir. C'est publié chez Flammarion. Merci à vous. Merci à vous également, André Berkoff. On vous retrouve demain en direct à midi sur Sud Radio dans tous vos états et en Facebook Live. Et pour tous ceux qui ont écouté l'émission et qui voudraient réécouter l'entretien et vos prises de position, ils peuvent retrouver le podcast de Berkoff dans tous ses états sur sudradio.fr. À suivre justement sur Sud Radio, les clés d'une vie avec Jacques Pessis. Ambiance palace aujourd'hui puisque Jacques Pessis reçoit Jean-Michel Ribes. Excellente journée à vous sur Sud Radio.